Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 13 février 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 23 janvier 2023. En 4, dépôt d'un procès-verbal de correction. En 5, adoption du projet de règlement 21-24, modifiant le règlement de zonage 12-53 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle des modifications. En 6, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 21-25. Amendant le règlement 12-50 concernant la gestion de l'utilisation d'une partie de l'emprise de la voie publique à des fins de café-terrasse commerciale et le règlement 12-63 relatif à l'administration des permis et certificats. En 7, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement d'emprunt 21-26, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 985 000 $. En 8, adoption du projet de règlement 21-29, modifiant le règlement 12-52, relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. En 9, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble du 5 rue Sainte-Anne. En 10, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble du 576A à 580 rue La Fontaine. En 11, rejet d'un plan d'implantation et intégration architecturale pour l'immeuble du 106 rue La Fontaine. En 12, approbation d'un projet de contrat intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada. En 13, approbation d'un projet de contrat intervenir avec 9308-4804 Québec Inc. En 14, consentement à l'inscription d'une servitude d'utilité publique pour le lot 6 507 956. En 15, approbation d'un acte de vente à intervenir avec M. Francis Bélanger. En 16, confirmation d'une permanence au poste de pompier à la caserne de l'Île-Verte. En 17, prolongation de la gestionnaire au programme communautaire par intérim. En 18, création d'un poste de préposé à l'aréna saisonnier assujetti au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup CSN Division Loisirs. En 19, prolongation d'une nomination à titre de greffier adjoint. En 20, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022 à 2025. En 21, contribution financière versée au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. En 22, approbation des comptes et salaires de janvier 2023. En 23, adoption de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil de février 2023. En 24, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie pour la 3e année du schéma de couverture de risque révisé. En 25, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour la société VIA. En 26, engagement d'intention à participer à l'édition 2023 du programme Rénovation Québec. En 27, autorisation de fermeture de rue dans le cadre de la présentation de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2022. En 28, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse. En 29, proclamation de la semaine des journées de la persévérance scolaire. En 30, avis de motion, règlement d'urbanisme 21-24, procédure semestrielle de modification. En 31, avis de motion et dépôt du règlement 21-28 concernant la circulation et le stationnement. En 32, avis de motion, règlement d'urbanisme 21-29, modifiant le règlement 12-52 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. En 33, période de questions. En 34, de levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 23 janvier 2023. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2023. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. En 4, dépôt d'un procès-verbal de correction. Alors, je dépose devant ce Conseil le procès-verbal de correction daté du 27 janvier 2023 afin de corriger le montant apparaissant dans le libellé de la résolution numéro 029-2023 du 23 janvier pour modifier le montant de 108 999 $ pour 108 990. Merci. Le point 5, adoption du projet de règlement 21-24, modifiant le règlement de zonage 12-53 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Loi et règlements du Québec, chapitre A19.1, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu l'avis de motion donné le 13 février 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 21-24 du 13 février 2023
2023, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000, afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification, fixe l'Assemblée publique de consultation au 27 février 2023 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce point-là, ça va revenir. Il y a un avis de motion à la fin de la séance, là, puis ça va parler de ça. Puis effectivement, il y aura la présentation là, du train semestriel à la séance du 27 février. Le point 6, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 2125, amendant le règlement 1250 concernant la gestion de l'utilisation d'une partie de l'emprise de la voie publique à des fins de café, terrasse, commercial et le règlement 1263 relatif à l'administration des permis et certificats. Alors, je déclare que le règlement 2125 a essentiellement pour but d'amender le règlement 1250 concernant la gestion de l'utilisation d'une partie de l'emprise de la voie publique à des fins de café-terrasse commercial pour porter les frais annuels de location à 100 $. Ce règlement modifie également le règlement 1263 relatif à l'administration des permis et certificats afin de modifier certains tarifs. Ainsi, les permis dont les coûts étaient fixés à 15 $ ou 20 $ passent à 35 $ et le facteur d'ajustement passe de 1 $ à 1,50 $ par 1 000 $ de travaux. Quant aux permis reliés aux arbres, abattage et plantation, lequel était gratuit, les frais de 20 $ sont maintenant exigibles. Ce règlement a été déposé en séance publique le 13 janvier dernier et un avis de motion a été donné par le conseiller Carl Thériault au cours de la même séance. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier certaines dispositions du règlement 1250 du 12 juin 2000 concernant la gestion de l'utilisation d'une partie de l'emprise de la voie publique de la Ville de Rivière-du-Loup à des fins de café-terrasse commercial et du règlement 1263 du 10 octobre 2000 relatif à l'administration des permis et certificats. Attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 23 janvier 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2125 du 13 février 2023, amendant le règlement 1250 concernant la gestion de l'utilisation d'une partie de la voie publique de la Ville de Rivière-du-Loup à des fins de café-terrasse commercial et le règlement 1263 relatif à l'administration des permis et certificats. Carl Thériault propose. Nelson-Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 7, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement d'emprunt 2126 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 985 000 $. Alors, je déclare que la Ville de Rivière-du-Loup désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et villes afin de décréter un emprunt pour la réalisation de diverses dépenses en immobilisation en procédant à l'adoption d'un règlement d'emprunt parapluie. L'adoption d'un tel règlement constitue pour la Ville un outil additionnel de planification de financement de ses dépenses en immobilisation. Ainsi, le règlement 2126 a essentiellement pour but de décréter un emprunt de 985 000 $ sur une période de 15 ans pour procéder à divers travaux au chalet de la Côte des Bains et à la Maison de la Culture. En vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement d'emprunt doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et recevoir l'approbation du ministère des Affaires municipales. La procédure d'enregistrement se tiendra au 75 rue de l'Hôtel de Ville les 21 et 22 février prochains, conformément à l'avis qui sera publié dans le journal Info du dimanche du mercredi 15 février. Le règlement 2126 a été déposé et a fait l'objet d'un avis de motion par le conseiller Steve Drapeau lors de la séance du 23 janvier dernier. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2126 sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S ou en se présentant au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de la taxe qui sera imposée, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes.
Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et villes afin de décréter un emprunt pour la réalisation de diverses dépenses en immobilisation. Attendu qu'un projet de règlement d'emprunt a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 23 janvier 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2126 du 13 février 2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 985 000 par appui. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 8, adoption du projet de règlement 2129 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. Attendu que ce Conseil puisse adopter et modifier le plan d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Loi et règlement du Québec, chapitre A 19.1, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme de la Ville de Rivière-du-Loup. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2129 annexé à la résolution, modifiant le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville, fixe l'Assemblée publique de consultation au lundi 6 mars 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, pour cette modification-là qu'on prévoit, c'est qu'on a un beau projet qui s'en vient à Rivière-du-Loup, c'est en logement. On parle de 24 unités. Ça va être 3 blocs de 8 logements qui vont être pour des personnes handicapées. Ça va être du logement abordable, des personnes qui vont vivre aussi avec une déficience intellectuelle légère. Écoutez, c'est un projet qui, ça fait depuis 2002 que cette entreprise-là existe. C'est un OBNL. Puis, c'est la première fois qu'il sort de la région de l'Estrie. Là. Il était vraiment en Estrie, Montérégie. C'est une implantation qui va se faire ici à Rivière-du-Loup. Puis, le conseil municipal, on est fiers de ça. On travaille depuis longtemps quand même pour du logement abordable. Ça va naître aussi. Ça va être avec une clientèle, comme je vous dis, de personnes vivant avec des limitations. Fait que le promoteur devrait être ici le 6 mars pour venir présenter son projet. Ça va être situé à l'entrée ouest, mais vraiment ouest-nord, mais au début de la plaque. Là, quand on arrive dans la ville de Rivière-du-Loup, on arrive du portage, ça va être vraiment sur le premier terrain quand on va rentrer en ville. Fait qu'écoutez, c'est une belle nouvelle. On peut être fiers de ça parce que je suis convaincu mais que ça soit annoncé clairement puis que la construction commence, il va y avoir des municipalités autour qui vont envier ça. Fait que du logement abordable, on en veut. Fait qu'on va en avoir. C'est un des projets sur lesquels on travaille. Il y en aura d'autres, j'espère, éventuellement. Mais pour le moment, on peut être très content de ça. Le point 9, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble du 5 rue Sainte-Anne. Attendu qu'en date du 12 décembre 2022, M. Gilles Fortin, architecte et représentant de la Société québécoise des infrastructures, présentait au comité consultatif d'urbanisme pour le bâtiment situé au 5 rue Sainte-Anne un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin que la Société soit autorisée à réaliser un affichage sur structure indépendante. Attendu qu'en date du 24 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à l'affichage. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par le représentant de la Société québécoise des infrastructures pour le bâtiment situé au 5 rue Sainte-Anne concernant l'affichage par une enseigne sur structure indépendante. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Vous aurez compris que c'est pour la Maison des aînés. Le point 10, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 576A à 580 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 13 janvier 2023, M. Frédéric Morneau, propriétaire du bâtiment situé au 576A à 580 rue Lafontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin qu'il soit autorisé à procéder au remplacement de 23 fenêtres. Attendu qu'en date du 24 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan
conditionnellement à certains ajustements, puisque ce projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à la rénovation des bâtiments existants. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner certaines recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Frédéric Morneau pour le remplacement de 23 fenêtres sur le bâtiment situé au 576A à 580 rue La Fontaine, conditionnellement à ce que le modèle des fenêtres déposées soit en aluminium. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est le deuxième bâtiment, si on veut, au nord de Chartier-Mardoire. Pour vous situer, là, c'est vraiment dans le haut de la rue La Fontaine. Le point 11, rejet d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 106 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 13 décembre 2022, Mme Pamela Bérubé, présidente de la compagnie La Voûte, Centre d'expertise en optimisation organisationnelle incorporé, présenté au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 106 rue La Fontaine afin qu'elle soit autorisée à procéder au remplacement de l'enseigne posée à plat. Attendu qu'en date du 24 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil de rejeter le plan déposé, car celui-ci ne respecte pas les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatif à l'affichage, principalement aux égards des exigences de sobriété des enseignes et d'harmonisation entre elles. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, rejette le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Pamela Bérubé concernant l'affichage par une enseigne posée à plat sur le bâtiment situé au 106 rue La Fontaine. Invite la demanderesse, dans un souci de respecter les objectifs et critères du PIA du centre-ville, à déposer une nouvelle demande au respect des conditions suivantes. Privilégier le fond noir pour le logo d'Uni et une teinte plus classique, sobre, harmoniser les deux logos. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Pour vous situer, le 106 La Fontaine, c'est l'ancienne caisse populaire là, en face de l'église Saint-Patrice. Le point 12, approbation d'un projet de contrat à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada. Attendu l'engagement à consentir une servitude pris par la Ville le 11 décembre 2019. Attendu la réception d'un projet d'acte notarié qui vise à officialiser cet engagement et à rendre la dite servitude opposable aux tiers. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada concernant l'extinction partielle et la création de servitudes sur le lot 5 459 092 du cadastre du Québec et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce lot-là, il est situé dans le coin de l'intersection Témiscouata, boulevard industriel. Là. Il y a une lumière dans ce secteur-là. Là. C'est un terrain qui est dans ce bout-là. Le point 13, approbation d'un projet de contrat à intervenir avec 9308-4804 Québec Inc. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution à intervenir avec 9308-4804 Québec Inc. concernant l'achat par la Ville des lots 6 554 439 et 6 554 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, et autorise le maire et le greffier ou le greffier adjoint à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est dans l'entrée ouest-sud. C'est un terrain qui est situé sur la rue Ernest Paradis. C'est un coût d'acquisition de 32 500 $ qui va être réparti entre les promoteurs de ce coin-là. Oui, la Ville, on est promoteur, mais il y a aussi d'autres promoteurs là, dans lesquels ils ont des terrains. Fait que dans le cadre des travaux qu'on fait, là, le prolongement du service d'aqueduc et d'égout dans le secteur, bien, c'est payé au pourcentage, fait que selon la dimension des terrains. Fait qu'il y aura des promoteurs qui payeront, là, ce ne sera pas juste la Ville qui va payer ce 32 500 $-là. Le point 14, consentement d'inscription d'une servitude d'utilité publique pour le lot 6 507 956.
Attendu que la Ville a autorisé par sa résolution 365-2021 la signature d'un protocole d'entente excusez-moi, concernant le projet Village vert de l'entreprise Placement Canadac Incorporé. Attendu que l'article 10.3 de ce protocole stipule que le promoteur ne peut grever un terrain à être cédé à la Ville d'une servitude, d'une hypothèque ou de quelque droit réel que ce soit sans l'autorisation expresse de la Ville par résolution, et ce, à des fins d'utilité publique seulement. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser qu'une servitude grève le lot 6 507 956 du cadastre du Québec à des fins d'utilité publique, soit à titre de fonds dominant d'une servitude de drainage pluvial. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le greffier ou le greffier adjoint à consentir à l'inscription d'une servitude d'utilité publique grevant le lot 6 507 956 du cadastre du Québec, lequel lot constitue une partie de la rue Agnès Giguère à être éventuellement cédée à la Ville. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Effectivement, là, c'est dans le secteur de la rue Agnès-Giguère. Le point 15, approbation d'un acte de vente à intervenir avec M. Francis Bélanger. Donc, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'acte de vente annexé à la résolution à intervenir avec M. Francis Bélanger concernant la vente par la Ville du lot 6 543 094 du cadastre du Québec et autorise le greffier ou le greffier adjoint à signer le dit acte pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est une bande de terrain qui est voisine là, du 21 rue Alexandre. Là, le monsieur Francis, il habite au 21 rue Alexandre. Fait que nous, on lui vend ça, là, c'est 1 632 $, puis lui, il paye les frais de notaire. Le point 16, confirmation d'une permanence au poste de pompier à la caserne de l'Île Verte. Attendu que la période d'essai de M. Dominique Albert est arrivée à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le chef aux opérations du service de sécurité incendie démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées à son poste, attendu que la période d'essai accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique ou comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Dominique Albert à titre de pompier à la caserne de l'Île Verte, conformément aux dispositions de la Convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup, CSN. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Bon, c'est la même chose que je vous avais dit dans la dernière rencontre. Finalement, on avait aussi engagé une pompière. Fait que les taux, les salaires, si on veut, on parle de 16,74 $, 16,74 $ quand ils sont en formation, 24 et 3 sous en intervention, puis 20,87 $ quand ils font autre tâche là, en caserne, garde en caserne ou autre. Fait que le point 17, prolongation de la gestionnaire au programme communautaire par intérim. Dans le fond, c'est prolongation du contrat, j'imagine, ou prolongation de... Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sur la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, prolonge la nomination de Mme Marianne Caron à titre de gestionnaire aux équipements et programmes communautaires par intérim jusqu'à la nomination de la personne qui occupera ce poste. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, Marianne Caron, elle remplaçait Valérie Gauthier qui avait pris un congé, un traitement différé. Puis elle est revenue, mais Valérie, dans le fond, c'est elle qui va être la nouvelle directrice là, du loisir, culture et communautaire du département. Dans le fond, on va remplacer M. Benoît Ouellette qui prend sa retraite. Fait que c'était Marianne, vu qu'elle remplaçait Valérie, on ne voulait pas commencer à jouer là-dedans. Fait que Marianne va continuer. Puis après ça, quand Valérie va être en poste au niveau de la direction, du service, bien là, ce poste-là va être réaffiché éventuellement. Le point 18, création d'un poste de préposé à l'aréna saisonnier assujetti au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division loisirs. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, crée un poste de préposé à l'aréna saisonnier assujetti à la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division loisirs, et que ce poste soit intégré à la classe 5 des échelles salariales prévues à la dite convention. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Merci. Dans le fond, c'est un deuxième poste. On avait déjà un poste là, à l'aréna, de préposé saisonnier. Puis là, le restant de la tâche était comblé par des étudiants. Puis c'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Fait que là, on a décidé d'afficher un poste. On prend toutes les heures qu'on donnait, si vous voulez, à des étudiants, puis on crée un poste avec ça. Fait qu'au lieu des fois d'avoir 3-4 personnes pour faire une job, des petites heures chacune, bien, on aura un poste à temps plein, si on veut, mais qui est saisonnier, parce que l'été, il ne se passe pas rien à l'aréna. Fait que, dans le fond, c'est une classe 5 qui comprend 7 échelons, qui est rémunéré à 21 et 15 jusqu'à 30 et 23 il y a 7 échelons. Fait que le point 19, prolongation d'une nomination à titre de greffier adjoint. Attendu le retour de la titulaire du poste de greffière adjointe, Maître Mathilde Asselin-Vancoponol, à compter du 20 février 2023. Attendu que d'ici la nomination d'un greffier permanent, il y a lieu de prolonger la nomination de Maître Marc-Antoine Rioux, notaire, à titre de greffier adjoint. Attendu l'article 96 de la loi sur les cités et villes qui permet la nomination par le Conseil de greffier adjoint au pluriel. En conséquence, il est proposé par et appuyé que ce Conseil prolonge la nomination de Maître Marc-Antoine Rioux, notaire à titre de greffier adjoint, et ce jusqu'à la nomination d'un greffier permanent. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Nous sommes toujours à la recherche d'une direction au niveau du service du greffe et des affaires juridiques. Présentement, bien, on a fait un affichage. Les CV qu'on avait reçus n'étaient pas concluants. Il y a eu des approches qui ont été faites aussi. Puis là, présentement, bien, on est toujours à la recherche. Fait que s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, qui auraient le goût qui sont avocats ou notaires, qui ont des notions en droit, bien, venez porter votre CV, puis on regardera ça. Merci. Le point 20, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022 à 2025. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le directeur du service des loisirs, culture et communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 EPRTNT 2022-2025 auprès de Tourisme Bas-Saint-Laurent pour le projet Mise en lumière de la chute de la rivière du Loup et autorise à signer tous les documents relatifs au dépôt de cette demande, y compris une éventuelle entente de contribution et autres documents afférents. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et non admissibles au programme, y compris le dépassement de coûts, et s'engage à assumer les coûts d'exploitation pendant 5 ans. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est une demande d'aide financière qu'on fait. On le sait, on avait présenté là, dans le cadre de notre PTI l'illumination de la chute. C'est un leg qu'on veut laisser pour le 350e. On avait un budget d'autour de 450 000, si je ne me trompe pas. Fait qu'on est à la recherche de partenariats financiers, si on veut. On sait que Tourisme Rivière-du-Loup, ils ont des fonds dans ce sens-là. Fait qu'on a tenté une approche avec eux. Ils nous ont dit de déposer la demande, puis après ça, on verra. On peut se garder quand même une vitesse de reculon, mais c'est sûr que l'objectif est vraiment de laisser ça comme leg au fait du 350e. Le point 21, contribution financière versée au groupe scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, en contrepartie des services rendus par l'organisme, autorise le trésorier à verser une somme de 2 133,60 $ au groupe scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé à titre de contribution financière pour l'année 2023. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Tantôt, j'ai fait un lapsus. C'est pas Tourisme Rivière-du-Loup, mais c'est Tourisme Bas-Saint-Laurent. Le point 22, approbation des comptes et salaires de janvier 2023. Il est proposé et appuyé que tout et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de janvier 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 4 392 690,93 $. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Je vais vous ventiler ça un petit peu. Au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en avait pour 2 305 950,35 $. On a 3 périodes de paye, là, la paye 1, 2, 3 pour le mois de janvier, qui fait un montant total de 1 653 537,25 $. Au niveau du service de la dette, bon, j'ai pas de montant d'inscrit ici. C'est parce qu'il n'y en a pas en janvier. Oui, on n'a pas. OK. Fait que ça fait un grand total là, de 4 392 690 et 93. Le point 23, adoption de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil de février 2023.
Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte la liste des comités et commissions permanentes du Conseil annexée à la résolution datée de février 2023 et nomme les conseillers et fonctionnaires désignés à titre de représentants de la Ville pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes mentionnés. Que le maire soit autorisé à siéger au sein de tous les comités et toutes les commissions permanentes du Conseil avec droit de vote. Que les dépenses réellement encourues par les membres du Conseil pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Que cette résolution modifiée remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 421-2022 du 12 septembre 2022 sur le même sujet. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. En gros, là, c'est surtout pour où ce que Maître Desjardins, Caroline siégeait aussi, donc on doit la remplacer parce qu'effectivement, elle ne travaille plus pour la Ville. Puis il y avait, je pense, une corporation où ils ont changé le règlement généraux, puis ils n'ont plus besoin de représentants de la Ville, fait que ça a été enlevé. Fait que c'est à peu près ça. Là. Il n'y a pas vraiment de changement majeur au niveau du Conseil. Là. Ça reste toutes les mêmes implications à ce niveau-là. Le point 24, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie pour la 3e année du schéma de couverture de risque révisé. Attendu que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie est entré en vigueur le 10 septembre 2019 et que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que toute autorité locale ou régionale ou régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues au schéma doit adopter par résolution un rapport d'activité. Attendu que le rapport d'activité a été soumis à ce Conseil, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le rapport d'activité en matière de sécurité incendie pour la 3e année du schéma de couverture de risque révisé, annexé à la résolution et que copie du dit rapport soit transmise à la MRC de Rivière-du-Loup. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Écoutez, j'ai sorti ça un peu, là, mais il y a tellement de chiffres dans ça, mais je vais juste vous en donner quelques-uns. Là. J'ai des choses que j'ai trouvées intéressantes. Là. Exemple, le nombre de visites au programme de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée. 2020, on avait fait 906 visites. En 2021, 563. En 2022, 483. Au niveau des inspections, programme d'inspection des risques moyens qu'on a réalisé, en 2020, on avait fait 15, en 2021, 30, en 2022, 64. Au niveau des inspections, programme d'inspection des risques élevés, tantôt je vous avais dit des risques moyens. Oui, risques moyens, risques élevés, excusez, 40 inspections en 2020, 31 en 2021, 50 en 2022. Au niveau des risques très élevés, on avait fait 2 en 2020. 16 en 2021, puis 22 en 2022. On avait aussi, au niveau de nombre de plans spécifiques d'intervention réalisés en 2020, on avait fait 42 plans d'intervention, en 21, 25, puis en 22, 17. Puisque j'ai une autre donnée, au niveau des véhicules soumis là, aux essais et vérifications annuelles, c'est nos 5 véhicules qui ont été faits toutes les années. Fait que c'est des petites choses comme ça, mais c'est sûr que ça comprend plusieurs, j'ai comme ressorti un peu les faits saillants, là, mais les autres affaires, des fois, c'est des pourcentages ou des trucs comme ça, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant là, de vous en faire part. Au niveau point 25, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes par la société VIA. Attendu le dépôt à la Commission municipale du Québec d'une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes soumise par la Société Vie Intégration Apprentissage pour handicapés VIA Incorporé, visant l'immeuble 6 au 43 rue Henri Percival Montserrat. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil prenne acte de ladite demande et laisse le soin à la Commission municipale du Québec de décider si elle répond aux exigences de la loi sur la fiscalité municipale. Mandate à compter du 20 février prochain la greffière adjointe afin de représenter la Ville lors de l'audition de cette demande devant la Commission municipale du Québec si celle-ci juge nécessaire de tenir une audience pour rendre sa décision. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Comme vous savez, Société VIA, c'est une entreprise de réintégration socio-professionnelle
Ils offrent des emplois de qualité pour des gens qui n'ont de besoin, si on veut. Ils ont un volet social hyper développé. C'est sûr qu'eux, ils font une demande. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais la Ville, dans le fond, on les accompagne là-dedans. Ils font le demande. C'est sûr qu'au niveau des taxes, présentement, ils payent autour de 117 000. Puis si c'est donné, en fin de compte, ils vont payer à 60 sous par 100 $ d'évaluation qui va représenter des taxes autour de 29 000. Donc, c'est sûr que c'est un revenu de taxe de moins, mais en même temps, c'est une implication qui est importante dans des entreprises comme ça qui viennent en aide à une clientèle qui en a besoin pour leur travail. Fait que c'est une implication qu'on fait, mais on va voir de toute façon si la commission qui va se pencher sur ce dossier-là. Nous, on n'a pas à s'ingérer, si on veut, dans la démarche. Le point 26, engagement d'intention de participer à l'édition 2023 du programme Rénovation Québec. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire adhérer au programme Rénovation Québec dans le but de bénéficier du programme Accès Logis Québec pour permettre la réalisation du projet La Maison Lautny adressée à une clientèle vivant avec des troubles du spectre de l'autisme. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil demande à la Société d'habitation du Québec de participer à l'édition 2023 du programme Rénovation Québec afin d'adhérer au volet 2, intervention 6, bonification Accès Logis Québec, et demande une aide financière de l'ordre de 100 000 $ à être assumée à part égale par la Ville et la SHQ. Autorise le maire et le greffier à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme, s'engage à accorder le montant en aide financière au projet et à adopter à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est sûr que quand c'est la Maison Lautny, c'est une demande qui est adressée. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Si jamais c'est accepté, comme M. Lagacé disait, c'est 100 000 $ qui sera assumé à 50 000 pour la Ville puis 50 000 pour la SHQ. Le point 27, autorisation de fermeture de rue dans le cadre de la présentation de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2022. Attendu la présentation de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2022 sur le territoire de la Ville du 3 au 11 mars 2023. Attendu l'obligation de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité et le bon déroulement des activités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise la fermeture des rues suivantes. Donc, la rue Frontenac entre les rues Landry et Saint-Pierre du 3 au 11 mars 2023. La rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Anne et Frontenac pour la présentation des cérémonies d'ouverture le 3 mars 2023 de 17h à 22h et pour la cérémonie de fermeture du 11 mars 2023 de 14h à 21h. Que ce Conseil autorise également les employés du service technique et de l'environnement à procéder à la fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Anne et Frontenac à tout moment qui sera jugé nécessaire pour des raisons de sécurité et à installer toute signalisation requise au bon déroulement de la circulation routière et piétonnière conformément à l'article 16 du règlement 2098 concernant la circulation et le stationnement. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 28, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse. Attendu qu'encore cette année, la Semaine de l'appréciation de la jeunesse se tient du 19 au 25 février 2023. Attendu que cette semaine vise à sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'implication et à la réussite de plusieurs jeunes dans notre milieu, tant sur le plan sportif, culturel, communautaire, social que scolaire. Attendu que le Club Optimisme tiendra la Semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup du 19 au 25 février 2023. Attendu que le Club Optimiste profite de cette fenêtre pour souligner l'implication et la réussite de plusieurs jeunes de notre milieu, tant sur le plan scolaire, sportif, culturel que social. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup se fait un devoir de s'impliquer pour souligner l'importance de la réussite chez nos jeunes. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 19 février 2023 comme la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Oui, merci. Je proclame la semaine du 19 au 25 février 2023, semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup, et souligne l'importance de faire rayonner les efforts et l'implication de notre jeunesse, et tout spécialement cette année avec la présentation de la finale des Jeux du Québec en sol loup-rivois. Le point 29, proclamation de la semaine, les journées de la persévérance scolaire.
Attendu que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de faire de la persévérance scolaire une des 4 priorités régionales de la démarche Cosmos, communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé, afin de mobiliser l'ensemble des partenaires concernés par cet enjeu. Attendu que la persévérance scolaire est intimement liée à d'autres enjeux tels le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Attendu que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais qu'il constitue un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance, et ce jusqu'à l'obtention d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Attendu que le Bas-Saint-Laurent a développé par le biais de la démarche Cosmos une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale. Attendu que les journées de la persévérance scolaire soulignées dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent par diverses activités dans la communauté se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire. Attendu que partout au Québec, la pandémie covideuse a eu de nombreux impacts sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 13 au 17 février 2023 comme les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame la semaine du 13 au 17 février 2023 les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité et invite la population à appuyer les efforts des partenaires de la démarche Cosmos, mobilisés autour de la lutte au décrochage, les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche des médias et des affaires afin de faire de nos MRC des territoires valorisant l'éducation en la considérant comme une véritable levier de développement pour leur communauté. D'ailleurs, ce soir, on portait le ruban vert. Fait que c'est dans ce cadre-là. Le point 30, avis de motion, règlement d'urbanisme 21-24, procédure semestrielle de modification. Monsieur André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai pour adoption le second projet de règlement numéro 21-24 modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Le projet de règlement 21-24 est disponible sur le site Internet de la Ville au ville.rdl.ca/règlement et auprès du service de greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, M. Beaulieu. Le point 31, avis de motion et dépôt du règlement 21-28 concernant la circulation et le stationnement. Madame Chantal Amstad. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil. Donc, attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 21-28 amendant le règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Et je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 21-28 est disponible sur le site Internet de la Ville au ville.rdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Chantal. Le point 32, avis de motion au règlement d'urbanisme 21-29 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la Ville. Monsieur Carl Thériault. Monsieur le maire, membre du Conseil, je, Carl Thériault, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai pour adoption le règlement numéro 21-29 modifiant le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la Ville. Le projet de règlement 21-29 est disponible sur le site Internet de la Ville à ville.rdl.ca/règlement et auprès du service de l'urbanisme et du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Carl. Écoutez, on va faire un petit tour de table, mais j'ai juste des petits points à vous mentionner. Concernant le stationnement de nuit. Bon, vous savez que depuis la refonte de notre dernière politique de déneigement qu'on a présentée à l'automne dernier, on permet aux citoyens de stationner le véhicule en bord de rue. C'est sûr qu'il y a des problématiques, on s'attendait à ça, mais en même temps, le message que je vais envoyer aux citoyens,
Vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous le stationnez sur le bord de la rue, c'est votre responsabilité de vous informer si vous avez le droit. C'est-à-dire que vous pouvez appeler à la ville au 88-867-67-17. Ça, c'est une chose. On peut s'inscrire aussi pour recevoir des alertes. Fait que ça, c'est possible de le faire. On peut aussi appeler à la ville pour s'inscrire. On peut aller sur le site Web aussi à partir de 18 heures. Après 18 heures, on va sur le site Web. S'il y a un avis de non-stationnement pour la nuit, il y a quelque chose qui clignote, vous cliquez là-dessus, puis ça vous le dit. Parce que c'est pas... faut pas regarder la météo, là, puis c'est pas Colette Provencher à TVA qui vous dit qu'il n'annonce pas de neige, puis on peut se parquer dans la rue. Fait que c'est important de regarder parce qu'il peut y avoir des opérations de soufflage, de déglaçage. C'est pas parce qu'il neige pas qu'il n'y a rien. Chez nous, la semaine dernière, ça faisait 2 jours qu'il n'y avait pas neigé, mais ils ont passé le souffleur dans la rue. Donc, s'il y aurait eu des autos stationnés en bordure de rue, bien, il y aurait eu des inconvénients. Fait que c'est la responsabilité des gens. Je pense que on l'a fait parce qu'on avait des demandes de citoyens. Des fois, il y avait de la visite, ou des fois, il n'y avait pas de place pour accueillir d'autres autos. Des fois, c'est les enfants qui ont un véhicule. Fait qu'on le permet. Avant ça, c'était carrément interdit, là, mais c'est important de s'informer. Fait que ça, c'est une chose. On avait aussi parlé là, au niveau des opérations de déneigement, l'enlèvement de la neige. C'est sûr que quand, on l'a dit dans notre politique, les fins de semaine, on ne fait pas de ramassage de la neige. On pousse la neige comme on fait, on rouvre les rues. Comme en fin de semaine, les rues étaient ouvertes, on était sur l'asphalte pas mal partout en ville. Par contre, c'est sûr qu'il y avait des andins de neige le long, ils ont été ramassés cette nuit. Puis on l'avait dit pourquoi. C'est par rapport au coût. Les fins de semaine, quand on a des employés qui rentrent, ça coûte beaucoup plus cher. Puis en même temps, on a une rareté de main-d'œuvre qui fait qu'on concentre nos travaux la semaine. Puis les week-ends, bien, on regarde ça, ils vont gratter les trottoirs, mais on fait ça dans le plus léger, si on veut. Donc, c'est sûr que ça amène des inconvénients. Puis on n'a pas été chanceux cette année. Les grosses bordées de neige qu'on a eues sont toutes les vendredis. Fait que ça n'a pas bien tombé, là, en même temps. Mais ça... c'est parce qu'il y a du monde qui mêle déblayage, ramassage de la neige, ramassage, puis le soufflage, ça se fait. On peut souffler sur les terrains, on peut le transborder dans des camions, mais on gratte les rues pareil. Là. Ça n'a pas changé. Fait que faites attention pour les stationnements de nuit. Puis ça, je voulais faire une petite mise au point par rapport au déneigement, parce que les gens disaient « Ah, ça n'a pas été soufflé sur la fontaine en fin de semaine », mais on le dit, pendant les week-ends, on n'en faisait plus de ramassage puis de soufflage. Fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter à ça. On veut essayer de minimiser les coûts le plus possible, puis ça en faisait partie. Fait que moi, ça ferait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Madame Sanson, avez-vous quelque chose? Oui, Monsieur le maire. Alors, plusieurs connaissent mon passé et mon implication dans le monde scolaire. Alors, cette semaine, la semaine de la persévérance, pour moi, a toujours été d'une grande importance. Alors, on l'a souligné au point 28, mais je tiens à dire à toute la population que chacun de nous a son importance dans la persévérance scolaire des élèves. Puis en même temps, bien, je tiens à remercier tout le personnel scolaire pour leur apport au quotidien auprès des élèves, des enfants du territoire. Merci. Merci, Edith. Nelson. Oui, Monsieur le maire, un petit message encore. Ne pas oublier, vendredi le 17, là, on va hisser la bannière du numéro 19, Mario Rouillard, ancien joueur des 3L. C'est à 20h au Centre Premier Tech, avant la joute des 3L. Puis sur une note plus légère, ne pas oublier, messieurs, demain, 14 février, Saint-Valentin. Merci. Ouais, merci, Nelson. Steve. Merci, Monsieur le maire. Juste un petit rappel. Bon, il va y avoir les Jeux du Québec bientôt. J'inviterais peut-être les parents à peut-être contaminer positivement leurs enfants qui vont être en relâche, d'aller voir sur le site web le rdl2022.jeuxduquebec.com, l'onglet bénévolat. Allez regarder avec vos enfants, allez voir, puis essayez de vous impliquer avec vos jeunes, peut-être avec votre enfant, allez donner un petit bloc d'heures, ça va donner vraiment un coup de main. On n'est pas loin de l'objectif, fait que je lance l'invitation à tout le monde d'aller voir directement sur le site web ou encore à la Chambre des joueurs au centre commercial. Oui, merci Steve, c'est un bon rappel. Chantal. Je vais faire du pouce sur ce que Steve vient de mentionner justement. Donc, on a encore besoin de bénévoles pour nous donner un coup de pouce pendant les Jeux du Québec qui vont se tenir du 3 au 11 mars ici à Rivière-du-Loup. Si, pour la mémoire, c'est plus simple, le site je-serai-bénévole2022.com. Toutes les infos s'y retrouvent. Vous avez plusieurs options de type de bénévolat, de moments pour faire votre bénévolat. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en famille, entre amis, avec vos enfants, vos grands-parents. Donc, tous les coups de pouce seront les bienvenus. Voilà.
Merci, Chantal. Puis effectivement, c'est des blocs d'heures, là. Des fois, ça peut être juste 3 heures dans toute la journée, puis dans toute la semaine aussi, là. Fait que c'est pour tous les goûts, si on veut, puis toutes les disponibilités. Monsieur Carl. Oui, brièvement, Monsieur le maire, d'abord, bonne Saint-Valentin. Je voudrais ce soir souligner une initiative citoyenne qui m'a plu beaucoup et c'est pour ça que je vais vous en parler brièvement. Il y a un groupe de citoyens, de résidents de la rue du Cabotage, c'est dans le district évidemment de La Pointe, dans le parc-quartier, qui aident des voisins immédiats à procéder au déneigement de leur entrée privée sans frais lors des tempêtes de neige. C'est un très beau geste civique. Évidemment, la prudence est requise au niveau de la responsabilité civile, on en convient, compte tenu du va-et-vient des tracteurs déneigeurs, des entrées de maisons et des équipements de déneigement de la ville qui y circulent. Je salue donc ce soir ce groupe, cette initiative citoyenne et de tous les autres citoyens qui donnent ce genre de coup de main sans qu'on le sache nécessairement. Et je voudrais saluer la présence de M. Serge Guérette qui est dans la salle ce soir et qui anime ce groupe qui est une très belle initiative citoyenne. Merci. Oui, merci, M. Guérette. André? Moi, j'aimerais faire un bref retour sur l'inauguration du sentier VHR qui a eu lieu le 30 janvier. Écoutez, c'est une belle réalisation, Il y a eu un excellent travail de fait là-dedans avec les propriétaires de terrain. Il y a eu des échanges de fait avec la Ville parce que la Ville était propriétaire d'une bande de terrain, ce qui a permis de donner un sentier au VTT, au motoneige, qui va être garanti pour les 100 prochaines années, un accès au commerce, puis on s'entend que c'est du développement économique, c'est de l'économie en hiver, l'économie en été avec les VTT. Fait que c'est une belle réalisation, puis ça, c'est toujours grâce aux bons collaborateurs, comme je disais, ces citoyens-là, ces propriétaires fonciers-là qui ont voulu partager puis faire les échanges avec la Ville pour permettre de réaliser ce projet. Merci. Merci, André. Période de questions. Écoutez, il faut que je fasse mon mea culpa. Hein. Moi, j'ai un gros défaut. Je perds la notion du temps. C'est comme ça, puis je suis pas tout le temps à checker l'heure. Fait que, tu sais, on jase, puis à un moment donné, je m'aperçois qu'on dirait qu'il n'y a plus personne autour de nous. Fait que je suis seul avec la personne, puis je sais des fois que ça peut venir lourd. Donc, je vais essayer de me discipliner, puis en même temps, je vous invite à le faire vous aussi. Vous allez me donner un coup de main, fait qu'on va être capable de s'aider mutuellement. Fait que dans le fond, vous venez au micro, nommez votre nom, un co-préambule, tu sais, un préambule, là, pas une demi-heure, là, un co-préambule, une mise en situation, après ça, une question. Puis on va procéder comme ça. On va commencer par l'ordre du jour, c'est tout le temps ce qu'on fait. Puis je ne veux pas chronométrer personne, puis je ne veux pas arriver avec une réglementation sur les périodes de questions. Ça ne m'intéresse pas de m'en aller là-dedans. Mais si on veut garder ça fluide, bien, si on le fait comme ça, je pense que pour la suite des choses, ça va être plus agréable pour tout le monde. Puis, tu sais, à date, ce que j'aime bien depuis que je suis maire à la Ville, ça a tout le temps été des échanges quand même respectueux, mais c'est vrai que la notion du temps, je vous le dis, je le perds, donc ça peut me jouer des vilains tours. Fait que je vais me fier à vous en même temps pour me ramener à l'ordre aux besoins. Fait que s'il y a des questions sur l'ordre du jour, je vous inviterai au micro. Bonsoir à tous. Quand je dis à tous, c'est le conseil au complet. Tout à fait. Richard Bugeaud. On va y aller avec l'article 16, M. Bastille. Confirmation d'une permanence au poste de pompier. Oui. C'est tout à fait normal. J'ai remarqué que dans le journal local aussi, il y avait une application des postes de pompiers. Est-ce qu'il y a des critères spéciaux quand il embauche un pompier? Parce que vous savez présentement que la Ville de Québec se doit de payer une somme de 100 000 à un pompier qui était anciennement ici à Rivière-du-Loup. Parce que celui-ci n'a pas passé le test de la vue. Est-ce qu'il y a un critère pour ça ici? Bien, écoutez, le pompier est toujours à l'emploi de la Ville de Rivière-du-Loup. Il est même capitaine à Rivière-du-Loup, fait un excellent travail. C'est sûr qu'au niveau de on dirait, bon, son handicap, là, au niveau, il est daltonien. Il a fait la preuve qu'il était capable de fonctionner comme n'importe qui. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il est capable de faire son travail, puis il le fait très bien. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été reconnu à Québec. Là. Dans le fond, ils ont fait une bourde en l'engageant pas. Mais nous, il est à notre service, ça fait quand même plusieurs années. Puis tout ce que je souhaite, c'est qu'il puisse encore rester à Rivière-du-Loup plutôt que s'en aller à Québec. Mais au niveau de l'emploi, je ne sais pas, M. Lagacé, dans le fond, c'est sûr que ça prend une formation. Puis sinon, nous, on en donne aussi à l'interne, là, mais... Effectivement, les processus d'embauche du personnel incendie, nous, à la Ville de Rivière-du-Loup, une personne qui veut devenir pompier
on va offrir la formation au complet. Donc, on les prend où ils sont. S'ils ont déjà une formation, on va les mettre à jour. S'ils sont complètement formés, on est bien heureux de ça. Mais sinon, on va les prendre où ils sont, puis on les amène à la compétence requise pour qu'ils puissent, parce qu'il y a des normes, il y a une loi pour pouvoir exercer en milieu incendie. Puis la Ville de Rivière-du-Loup, on est rigoureux de voir à respecter ces normes-là. Concernant les examens médicaux de pré-embauche, effectivement, il y a des éléments à respecter. Les examens, dans ce cas-là, ont été concluants. On avait demandé aussi une opinion à un médecin s'il était contre-indiqué par rapport à cet élément-là qui était plus personnel à ce candidat-là, puis ça nous a été confirmé. Et comme M. Bastille l'a dit, monsieur est non seulement capitaine, il est maintenant chef aux opérations, ce qui est un grade un petit peu plus haut encore. Donc, on est très satisfait des services qu'il nous rend. Je ne connais pas le monsieur, je ne dis pas qu'il ne fait pas son travail, c'est pour peut-être éviter ce qui s'est passé à Québec présentement, parce que vous savez que dans le passé, ça coûtait cher en avocat. Oh, oui, tout à fait. Mais non, c'est sûr que... C'est une question d'éviter. Je ne dis pas que le monsieur ne fait pas son travail, là. Je ne le connais pas, puis s'il fait un très beau travail, d'accord, mais c'est pour éviter éventuellement que la population ait à payer encore des frais d'avocat si jamais qu'il se passe quelque chose de même. Tout à fait. Oui. Bon, une autre petite question, juste l'article pour la demande de reconnaissance des fins d'exemption de taxes, Société Via. Oui. Dans le passé, vous avez dit à mon confrère de travail qui vous avait demandé s'il y avait moyen que la salle de quilles en bas avec une exemption de taxes. Vous avez répondu que la Ville ne pouvait pas se permettre. Il y avait un règlement qui défendait la Ville d'exempter un commerce quelconque de taxes municipales. Oui, c'est sûr que c'est pas la même chose. Tu sais, les quais, c'est une entreprise privée. Oui. Eux, là, ils font une demande à la commission. D'accord. Ils ne font pas une demande à la Ville, ils font une demande à la commission. Si la commission les autorise, ils pourront avoir un crédit de taxe. Si la commission dit non, ça arrête là. Écoutez, le centre de curling a fait une démarche un jour pour être reconnu au niveau de la commission. Ils ont été refusés. T'sais, ils ont fait une demande, sont allés, ils ont présenté le dossier, ils ont fait valoir leurs arguments. La commission a refusé leur demande. Société Via, ça va-tu être accepté, ça va-tu être refusé? On n'a aucune idée. Non, parce que, d'accord, monsieur... Parce que nous, on ne peut pas... Tu sais, les seuls qu'on peut donner des crédits de taxes directs, là, la Ville, c'est, exemple, un OBNL en habitation. Que ce soit avec, justement, l'Auteny, le domaine, les Sœurs Sainte-Claire, là, si le projet se fait éventuellement, ça, on peut donner des crédits de taxes pour ça. Mais par contre, pour Société Via, nous, on ne peut pas donner un crédit de taxe à Société Via. Ils font une demande. Si c'est accepté, bien là, on n'a pas le choix de se conformer. C'est différent. Oh, parce qu'il va y avoir un manque à gagner. Vous avez parlé tout à l'heure de 117 000 Oui, il manque peut-être autour de 80-90 000, effectivement. 88 000 environ qui vont manquer. Soit que vous allez piger dans les poches des citoyens ou vous allez couper en quelque part pour... Bien, écoutez, c'est sûr qu'on n'ira pas piger davantage, mais on est conscient de ça, là. Mais c'est un tout, hein. Fait qu'il y aura des nouvelles constructions qui vont venir. Ce qui est juste de valeur là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça te prend plusieurs nouvelles constructions pour aller baquer le manque à gagner là. Mais en même temps, bien, c'est une entreprise qui rend des fiers services à la Ville au niveau de la récupération. Puis on reçoit aussi des crédits au niveau du recyclage. Fait que, tu sais, un dans l'autre, c'est sûr qu'il y aura un manque à gagner, effectivement, mais on souhaite qu'avec tous les projets qu'on peut avoir en Ville, on va venir rebalancer ça rapidement. Bon, OK, merci. Merci, M. Bugeaud. Bonsoir tout le monde, Gaétan Frenette. Bonsoir. À l'item 8, quand vous avez dit des appartements à prix abordable, c'est quoi abordable? Bien, écoutez, c'est sûr qu'eux, ils vont être avec le programme, là, le programme de supplément au loyer. Oui. Le PSL là, qui appelle avec la SHQ, là, le loyer abordable, je ne sais pas ça va être quoi exactement le prix, là, parce qu'il va y avoir du 3,5 puis du 4,5, je pense, à l'intérieur de ce logement-là. Fait que les gens font la demande, puis après ça, il y aura un crédit qui leur sera donné via le programme supplément au loyer. Mais qu'est-ce que ça peut représenter? Généralement, le loyer abordable, ça peut être le coût moyen. Là, ce que j'entends dans ce temps-ci, le coût moyen à Rivière-du-Loup, je pense autour de 667. Là. Il me semble que j'ai entendu ça dernièrement dans un média. Mais tu sais, ça doit jouer là-dedans. Là, mais écoute, c'est pas moi le promoteur, je le sais pas, mais je sais que ça ne sera pas des logements à 12-1300 $ par mois. Là. Ça, c'est clair. On peut parler 700-800, autrement dit? Bien, je pense qu'on pourrait peut-être parler de ça, mais le promoteur va présenter son projet. Nous, on a eu une rencontre avec lui, ça doit être au mois d'octobre, je pense, octobre-novembre, quelque chose du genre.
Puis il est venu, c'est ça, dans le fond, il suit les étapes, là, ça a passé au comité consultatif d'urbanisme. Puis nous, la Ville, on va être partenaire là-dedans. Dans le fond, ça, exemple, on pouvait donner un crédit de taxe, mais on a décidé, plutôt que de donner un crédit de taxe, de donner une parcelle de terrain de l'entrée ouest. Donc, c'était plus facile de le faire comme ça parce que eux, c'est un OBNL. Fait que de la façon dont ils fonctionnent, des fois, ils se ramassent des fonds avec des grands donateurs, si on veut. Des fois, le bâtiment peut porter le nom d'une entreprise ou d'un citoyen, si on veut, qui va donner un montant d'argent pour afficher son nom dessus. Puis ils vivent un peu comme ça, puis c'est de la façon dont ils construisent. Fait que, mais c'est de cette façon-là que ça va se faire. Là. OK. Item 13, la compagnie 93 08 48 04, c'est qui, ça? Bien, écoutez, je ne sais pas si on peut donner le nom des propriétaires. Là. C'est sûr que si vous allez sur le registre des entreprises, vous allez pouvoir le dire, mais moi, je ne suis pas certain que je peux le dire. Je ne sais pas. Là. C'est effectivement le propriétaire, c'est 93 08 48 04 Québec. Alors, oui, il faudrait aller voir sur le registre des entreprises, puis vous allez voir les actionnaires, c'est qui, là. Oui, on pourrait aller faire ça, mais moi, de le dire publiquement, je ne suis pas certain que j'ai le droit de le faire. OK. 32, modification du règlement 21-29 pour l'entrée ouest. C'est quoi la modification? Vous allez modifier les... Oui, bien, dans le fond, écoutez, là-bas, c'était... Comment c'était zoné? Je pense que c'était au niveau transport, ça se peut-tu? Puis là, c'était pas zoné habitation. Okay. Fait qu'on va le mettre habitation parce que de toute façon, cette plaque de terrain-là, éventuellement, c'est de l'habitation qu'on veut faire, c'est pas du transport. Okay. Fait que c'était, vu que ça avait été reconfiguré, tu sais, dans le temps, là, c'était fait comme bizarre, là, l'entrée ouest, c'était comme un spaghetti un peu, là, fait que ça n'avait pas été rechangé. Puis ce que j'en comprends, c'est effectivement le cas, hein, M. Lagacé? Oui, c'est ça. Effectivement, présentement, le zonage qui est permis sur cette parcelle de terrain-là, il faut revenir un peu dans le temps. Hein. Ça appartenait au ministère des Transports qui le cédait à la Ville, mais le ministère avait quand même une emprise là, sur ce qu'on pouvait en faire. Ça, on a réussi à libérer cette responsabilité-là. Et maintenant, il faut modifier le plan d'urbanisme pour aller mettre l'affectation habitation ou logement pour après ça pouvoir modifier le règlement de zonage. C'est de la procédurette là, qui est prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Autrement dit, le Conseil est ouvert à avoir de la souplesse dans son règlement d'urbanisme pour viser un bon développement. Ben... Ouais, ça va être moins qu'une toile d'araignée, autrement dit. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avant ça, c'était compliqué. Oui, bien, c'est sûr que oui, quand il y a des projets comme ça, on regarde ça, puis c'est sûr qu'on est dans la refonte totale du plan d'urbanisme, là. Okay. Fait que c'est sûr que ça aide. On a ouvert la porte à ça, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il y a eu un certain temps que c'était peut-être plus difficile. Puis là, même si je veux dire, ça va mieux, mais quand même, il faut suivre le cadre réglementaire de ça. Là, puis, mais effectivement, tu sais, quand je pense que quelqu'un vient frapper à la porte, il faut au moins prendre le temps de l'écouter avant de dire que ça ne marchera pas. Là, okay. Puis de regarder ce qu'on peut faire de façon tout le temps légale. C'est parfait, ça. Merci. Merci, M. Frenette. Ça marche, merci. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir. Question simple, 24. L'adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie. Oui. Est-ce qu'il va être sur le site Internet de la Ville? Monsieur Lagacé, je sais que c'est un dépôt qui va se faire pour le ministère et la MRC, mais on va en avoir un à l'interne. Exactement, effectivement. Le rapport qui est déposé ce soir, je vous dirais que déposer ça sur le site Internet, vous allez vous ennuyer. C'est un paquet de codes puis de chiffres. Vous n'y comprendrez rien. Nous autres même, c'est pas parce que... Comment je dirais ça? C'est pas fait pour être publié dans son état actuel. Dans le fond, c'est qu'on envoie des données à la MRC qui, elle, après ça, les transmet au ministère, puis... la façon dont le logiciel est monté, ça permet au ministère de regrouper toutes ces informations-là pour ses fins à lui. Par contre, à chaque année, le service de la sécurité incendie ici publie un rapport d'activité habituellement au mois de mars à avril, et lui, on le met sur le site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup. On devrait le déposer bientôt, là, mais pas celui-là. C'est pas... Écoutez, si vous voulez l'avoir, c'est public. C'est un document qui est public, mais je vous le dis tout de suite, pas très intéressant à lire. Non, parce que le rapport que M. Berruet va publier, c'est en lien avec ça, mais il est plus détaillé, tandis que là, c'est comme un
un paquet de ramassis de chiffres, là. Mais, tu sais, moi, je l'avais imprimé quelques pages là, pour essayer de vous donner un petit peu d'informations. Mais je le sais que M. Bérubé, quand il fait son rapport, on voit vraiment le nombre d'interventions, tu sais, en incendie, en premier répondant. Il est plus détaillé, il est plus le fun à regarder que ce document-là. Par contre, c'est un document qui est public. Là, si vous voulez le recevoir, M. Levasseur, je peux le transmettre par courriel. Là. Pas de problème. Prends le temps d'y penser. Hein? Merci. Je veux revenir un petit peu pour le règlement 21-29 qui apparaît à l'article... Oui, à 8 puis à 32. Bon, ça, c'est pas le fameux projet de maison pour les personnes handicapées. Oui, c'est ça. C'est bon, merci. Pas de problème. Monsieur le maire, si vous permettez, M. Levasseur avait posé une question à la dernière séance que je lui ai répondu, mais pour les biens du public, parce que la question était posée en public, il demandait d'où provenait l'écart de 7 % sur le budget de l'incendie. Puis il s'agit principalement là, de l'ajout de 50 heures de garde permanente qui a été mis au budget conformément à l'alinéa 3 de l'article 10.10 de la Convention collective des pompiers signée le 24 octobre 2019. Vous savez, on ajoute de la garde d'année en année pour faire en sorte qu'on en vienne à ce qu'il y ait 24 heures sur 24 au service de sécurité incendie, 4 pompiers de garde. Donc, ça permet de partir là, plus rapidement, là, hausser l'efficacité au niveau du traitement des incendies. C'est bon, merci. Fait qu'on s'est rendu à la période de questions sur autres sujets. Bonsoir. Oui. Dans les années passées, on parlait souvent d'une réflexion pour avoir un préfet élu au suffrage universel. Oui. En court laps de temps, j'aimerais avoir la réflexion de chacun des membres du conseil là-dessus, s'ils sont pour ou contre. Bien, ça vous tente-tu de répondre? C'est sûr qu'honnêtement, on n'a pas joué entre nous là, plus que ça. Là. Fait que, écoutez, chacun est libre de donner sa réponse. Là. Moi, Veux-tu que je me risque, Marie? Oui, tu peux te risquer, Carl, pas de trouble. Compte tenu de l'importance que prennent les MRC, là, ils prennent de plus en plus d'importance. Ça serait analysé sérieusement, là, que le préfet soit effectivement élu. C'est plus les MRC créés en 1978 par l'ancien gouvernement Lévesque. Là, on est dans un autre univers et ça serait étudié sérieusement, très sérieusement. Donc, vous, votre position, vous seriez pour une élection au suffrage général? Il faudrait voir les avantages et les inconvénients. Là. Faire 2 colonnes, les plus et les moins, les avantages et les inconvénients, mais moi, ce que je retiens a priori, c'est l'importance qu'ont pris les MRC. Bon, ce qui devrait être élu, souhaitable, mais j'aimerais voir, moi, une analyse. Il y a sûrement ça aux affaires municipales, d'ailleurs. Il y a bien des choses aux affaires municipales. Il y a peut-être des analyses disponibles ou des thèses de doctorat et de maîtrise d'étudiants, mais... Parce qu'au suffrage universel, là, il n'a pas de temps que ça, hein? Bien, on commence... Sur les 80, j'avais regardé à un moment donné, c'était-tu 87 MRC? Je pense qu'il y en avait 16 élus au suffrage universel, puis le restant, c'était tout élu par le père. Fait qu'il doit y avoir une raison pourquoi c'est comme ça. Mais effectivement, ce que Carl amène, bien, une colonne des plus, des moins. Présentement, ce que je sais que l'avantage qu'on peut avoir, c'est que le préfet ne reçoit pas un gros salaire comparativement à des préfets qui sont élus au suffrage universel. Là, ça, c'est ce que je me rends compte, là. La plupart sont plus près du 100 000 que ce que M. Lagacé et Michel peut gagner ici. Mais écoutez, on n'a jamais eu de discussion ouverte là-dessus, bien évidemment. Là, on a eu un paquet de choses depuis l'élection que c'était comme pas dans notre to-do list là, de dire on se penche-tu là-dessus, mais vous amenez la réflexion. Puis éventuellement, je pense que même à la MRC, on pourrait se questionner là-dessus. Ça n'empêche pas que le travail que M. Lagacé fait, il fait du bon travail, mais par contre, comme Carl dit, c'est vrai que de plus en plus, les MRC, il y a beaucoup de choses qui leur sont pelletées dans la cour. Donc, je sais que même s'il n'est pas élu au suffrage universel, il fait une job à temps plein pareil, ça c'est clair. Là. Mais écoutez, on pourrait regarder ça. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient se prononcer ou... on passe à notre tour si vous aviez une autre question. Moi, sans enlever à M. Lagacé tout le travail qu'il fait, moi, je serais d'accord avec ça. C'est bien. Avec une élection. Ah, OK, bien, je suis content de ça. Les autres, vous n'avez pas d'opinion? Au-delà de l'individu, comme a été mentionné, il faut regarder le rôle, les fonctions, les tâches. Et en perspective, ça serait peut-être assurément une bonne chose, le suffrage universel. Okay. Mais encore là, c'est une discussion qu'on doit avoir et
Bien, vous avez quand même un début de réflexion, là. Oui, tout à fait. Et vous, M. Drapeau? Bien, même chose, je pense qu'il faut analyser les pour, les contre, puis après ça, ça se passe à la MRC, ça va se décider à la MRC. Moi, je ne serais pas en désaccord, mais comme M. Bastille l'a dit, dans une vaste majorité des MRC, c'est les pairs qui décident entre eux. Il doit y avoir une raison pour ça. Probablement la disponibilité des élus, donc le préfet ou la préfète qui doit être disponible pour ses collègues, ça doit avoir un impact aussi. Mais écoutez, comme je dis, Carl l'a dit tantôt, je pense qu'il faut vraiment mesurer tout ça et après ça, prendre une décision intelligente, là. Donc, c'est pas de dire si M. Lagacé fait pas un bon travail ou pas. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais il faut prendre le temps d'analyser parce que ça a un impact et une élection, bien, ça a un coût aussi parce que là, il y a un petit crochet de plus qu'il faut faire. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser. Mais là, je tiens à préciser, moi, que la question n'est pas contre M. Lagacé. Non, ça, je veux bien faire là-dessus. Là. Non, j'ai aucun souci avec ça, là. Je suis conscient de ça. Et vous, madame? Oui, bien en fait, comme mes collègues l'ont mentionné, je pense que c'est important de faire l'exercice comme il se doit, là, les pour, les contre. À prime abord, je serais pour une élection dans un contexte où on cherche à être en mesure de représenter les gens aussi. Mais effectivement, dans un cas comme ça, je pense que c'est important de l'analyser comme il faut avant de prendre position. Et vous, M. Beaulieu? Même affaire. Il y a une analyse à faire. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais il y a une analyse à faire sur... Lorsqu'il y aura une décision de prendre là-dessus, M. Bastille, est-ce que c'est vous qui allez décider de porter le flambeau, mettons, à la MRC, puis que ça va passer par le conseil pour avoir un plan? Oui, bien, ce que j'ai pu comprendre dans la démarche, parce que j'avais déjà regardé, là, si jamais on veut s'en aller vers là, bien, c'est sûr qu'on aura une discussion ensemble, les élus ici, puis il y aura une résolution du conseil municipal de la ville qui sera déposée à la MRC pour dire, bien, voici la ville, nous, c'est ce qu'on demande. Mais ça va dépendre aussi des autres maires et mairesses, qu'est-ce qu'ils décideront. Moi, c'est sûr qu'à la ville, on a plus de votes autour de la table, mais au final, il faut que j'aille un ami. Là. Je n'ai pas assez tout seul. Là, vous comprenez que ça prend d'autres gens qui vont être à la même position que nous. Là. Le préfet. Au niveau de la SAMR, je vais essayer de bien m'expliquer. La ville paye combien dans le budget de la MRC pour la SAMR? Bien, la ville ne paye pas à la MRC pour la SAMR. La ville paye à la SAMR. Pour la 2023, on va donner 400 000. C'est 20 fois 20 000 habitants, ça donne 400 000 piastres. Là. Ça veut dire que la ville paye pour 40 non. À sa mère, déjà en partant, non? La ville est actionnaire à 40 c'est ça. La ville est actionnaire à 40 oui. Avec l'argent qu'on met, la ville, dans la MRC, dans ce budget-là, ça représente quoi? Bien, mais la ville, tu sais, dans la MRC pour la SAMR, la ville ne donne pas d'argent à la MRC pour la SAMR. Ben oui, mais dans le budget de la MRC, mais ça c'est exclu, ça. Marcher la MRC. Ouais, la MRC, elle en paye 40 des actions. Oui, mais nous, la ville, on a payé 40 des actions aussi. Hey. On les a pas payées. Puis la MRC, le 40 la ville n'a pas redonné une cote-part à la MRC pour qu'ils rachètent des actions à la SAMR. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas dans le 40 c'est que dans le budget de la MRC, là, oui. le budget est fondé à partir des municipalités. Oui. OK? Oui. Bon, ça veut dire que ça paye dans sa mère. Non. Ben voyons, l'argent vient de où de la MRC d'abord? Okay, je vais vous faire un chiffron. Là. Mettons, là, nous, quand les actions se sont vendues au début, là, pour avoir le 40 là, oui. Ça a coûté 750 000 là, à la ville pour acheter les actions. La MRC a payé 750 000. Mais dans le 750 000 de la MRC, ils n'ont pas pris une part des cotes-parts de la ville pour faire ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans le budget de la MRC, son budget est fait à partir des villes. OK? Oui. Non, mais la MRC, elle a un budget. Oui. Rivière-du-Loup paye dans ce budget-là. Pas pour la SAMR. Pas pour la SAMR. Ben, à quelque part, la MRC était qu'à sur un chèque, M. Beaulieu. Oui, mais quand... Elle prend quelque part, là. Oui, mais ils l'ont pris, eux autres. Et, écoute, j'étais pas là quand ils l'ont fait, mais c'est sûr qu'on ne paiera pas, nous, de notre côté, puis après ça, que la MRC décaisse, puis ils vont nous recharger, mettons, 50 de ça, là. Si je peux me permettre, je pense que la question de M. Frenette, c'est que les services rendus par la SAMR sont facturés à chacune des municipalités. Oui. La Ville reçoit une facture, puis l'air reçoit une facture, Saint-Modeste reçoit une facture. Ouais. Chaque municipalité reçoit une facture de la SAMR pour les services rendus par la SAMR. OK. C'est-tu plus clair? Ça représente quoi ici? Ben, nous, c'est 400 000. per capita, 20 par personne. Okay. Donc, si on est 20 000... Oui, 20 100, là, mais c'est un peu en haut de 400 000 à Saint-Antonin, qui sont rendus 4 500. Bien, fois 20, ça fait 80 000 quelque chose. Donc, chaque municipalité reçoit la facture de la SAMR directement. Puis dans cet argent-là, ben, le citoyen, lui, ne peut pas rien savoir.
Dans cet argent-là, ben non. Ben là... C'est ça que ça veut dire, là? C'est l'omerta bien raide, autrement dit? Comment vous dites ça? C'est l'omerta bien raide? Oui, j'aime mieux pas parler. Ah, c'est ça que j'ai pensé. Ça veut tout dire. À Rivière-du-Loup, on a-tu des poursuites d'entreprise ou on est poursuivi dans des dossiers? À Rivière-du-Loup, écoutez, ben là... Oui, ben la rue des Jockeys, c'est... Poursuite contre la ville, moi, je n'en connais pas. Et puis là, je dis ça sous toute réserve. Là, parce que... Ben, on a eu une dernièrement, on avait donné une banque d'heures à une firme d'avocats. C'est Caroline qui prend ça. Bon, on a 2 griefs d'employés qui sont pendants présentement. Mais on n'en a pas tant que ça. Là. Je vous dirais que ça va quand même assez bien. Puis nous, qu'on poursuit... Il y a un problème du 77 rue des Jonquilles. C'est réglé. C'est après se régler. Il y a peut-être ça. Oui. Hein? À peu près ça. Non, c'est tranquille pour ça. Là. Okay. On entendait parler de l'ancien dossier de l'Orphin-là. À un moment donné, c'est rendu où, ça? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, après l'élection, j'ai rencontré M. Chapdelaine, le propriétaire. On a démêlé les affaires. Tu sais, ce qui avait été dit, il y avait des choses que, oui, la Ville, il y avait peut-être des torts, mais en même temps, peut-être que M. Chapdelaine, il y avait peut-être des choses qu'il avait mal compris. On s'est assis, on a accordé notre violon, puis écoutez, M. Chapdelaine, on s'est entendu avec lui. Il y a du temps pour déposer un projet, mais tu sais, ça fait son affaire. Pour le moment, tout va bien. Tu sais, c'est sûr que la balle est dans son camp. Il nous a dit que nous, on lui donnait un délai, là, parce qu'il me disait que ça faisait quand même depuis certain temps que ça traînait, si on veut. Puis il me disait, je pense que j'étais son 5e ou 6e maire. Fait que j'ai dit, si vous voulez que ça se règle avec moi, bien, on va se donner un échéancier de travail. Puis c'est ce qu'on a fait avec lui. Puis quand il va être prêt à déposer son projet, on va l'accueillir à bras ouverts. Là. On n'a pas de problème avec ça. Là. Ça veut dire que c'est en cours de négociation, ça augure bien. Oui. Puis même, tu sais, la dénégociation comme telle, on l'a déjà fait. Dans le fond, c'est à savoir si lui va faire son projet ou non. C'est à peu près ça, là. OK. Bon, mais c'est tout à jouer. Merci. Merci, M. Frenette. Monsieur le maire, membre du conseil, Rénal Thériault. Oui. Hey, M. Thériault, je vais vous répondre sur des affaires. Quand vous êtes venu, ça fait 3 semaines, je pense, à la dernière rencontre, là, je vous avais dit que je regarderais avec Bell. Oui. Bon, c'est sûr que Bell, de leur côté, ils n'ont pas d'obligation, puis ça ne leur tente pas d'en avoir non plus, fait que ça, c'est comme réglé. Ce qu'on a fait, moi, je me suis promené, j'ai trouvé 3 cabines téléphoniques à Rivière-du-Loup. Il y en a une au 196 Hôtel de Ville. J'ai débarqué de mon véhicule, je suis allé dedans, elle fonctionne. Au 159 Fraser, au poste de gaz Ultramar, il y en a une aussi. Je suis rentré dedans, puis elle fonctionne. Au coin de la fontaine de la cour, il y en a une. Elle fonctionne, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas bien parce que quand on décroche l'acoustique, le petit clapet reste baissé. Donc, il faut tenir le clapet pour parler. Fait que moi, j'ai fait demander si on était capable de faire réparer le clapet. Ça, c'est une chose pour Bell. Après ça, on a regardé aussi à l'interne avec nos ingénieurs, puis on avait parlé avec la direction générale, dans des bâtiments publics, entre autres la bibliothèque, on va possiblement réinstaller un téléphone, mais qui va être accessible selon les heures d'ouverture de la bibliothèque, bien évidemment. On ne veut pas le mettre dehors, mais on va le mettre, si on veut, dans l'entrée de la bibliothèque. Fait que ça pourrait être un moindre mal, il pourrait être utilisé. Mais sinon, tu sais, je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait une boîte téléphonique à un moment donné sur la Fontaine au coin de Dollard. Elle est disparue. On avait une en avant du stade de la Cité des Jeunes. Elle est disparue, elle aussi. Mais moi, j'ai fait sortir des statistiques. Là. J'ai eu des statistiques d'appel. Puis il y avait des boîtes téléphoniques qui avaient servi 2 fois dans l'année. Fait qu'eux autres, à, mettons, 50 cents, ça faisait 1 piastre. Les coûts d'entretien de la cabine, puis tout, pour eux autres, c'était pas rentable. Puis, ce que je peux vous dire, on a eu des discussions aussi avec l'attaché politique du député fédéral, puis elle nous a mentionné que la porte est ouverte pour que vous alliez jaser avec eux. Là. Ils sont ici pas loin. Là. C'est Bernard Généreux. On a parlé avec son adjointe, Annie, puis on leur a parlé là, de votre problématique, puis elle a dit, dites à M. Thériault qu'il vienne me voir. Fait que je vous le dis, là, si vous passez par là sur la Lafontaine, là, bureau de Bernard Généreux, là, dites-lui que c'est M. le maire puis c'est le directeur général de la ville qui vous réfère à elle parce qu'elle est au courant, on y a parlé. Là. Fait que je fais juste un aparté là, pour vous dire que quand même, il y a 2 boîtes en ville qui fonctionnent.
Fait que c'est sur 2 cabines à l'extérieur. Oui, ils sont dehors, là. C'est 2 cabines là, extérieures. C'est 196 Hôtel de Ville, ça se trouve être le couche-tard. Puis il y a le 159 Fraser, ça, c'est un poste de gaz ultramar. Puis les cabines sont à l'extérieur. Le deuxième, c'était quoi? 159 Fraser. C'est un poste de gaz ultramar, là, dans le fond, c'est au coin de Saint-Pierre, puis au coin de la rue Saint-Pierre et Fraser. Mais ce sont cabines à l'extérieur. Tout à fait. Tout à fait. Puis j'ai pris à peine de débarquer de mon auto, puis je suis rentré dedans, puis j'ai l'essayé. J'ai pas mis 50 cents, là, mais tout marche, puis il y a de la tonalité au bout de l'appareil. Fait que ça dit mettez votre argent ou insérez votre carte, si vous voulez appeler. Fait que c'est sûr que ça fonctionne. Merci pour tout ça. Vous avez fait beaucoup de travail. Bien, écoutez, je vous avais dit que j'allais m'en occuper, m'en est occupé. Oui. Le problème que j'ai à le moment, c'est Bell a ôté 2 cabines qui fonctionnaient dans le temps des temps de fête. Un, c'était devant la station de police, puis l'autre était à la Walmart. Donc, à ce temps, vous dites qu'il y a 2 qui restent en ville. Bien là, moi, j'ai trouvé ces 2-là. Là. Je me suis pas rendu, mettons, au Walmart ou... Non, c'est pas là non plus. Il a ôté ça dans le temps de fête. Même que l'État devant la station de police. Donc, la question, c'est comment des cabines Bell va laisser en place pour les circonstances d'urgence. Parce que vous avez dit, mais ça use pas beaucoup et choses comme ça. Je vais dire, Monsieur le maire, l'été passé, quand j'ai perdu le service à la maison, ma téléphone, j'ai sorti. J'ai usé plusieurs de les services, pas juste dans les cabines, mais aussi les services publics qui sont dans les entreprises. Il n'y a pas 2 téléphones, mais c'est pas vrai ça. Des téléphones n'acceptent pas des sous, des autres n'acceptent pas des cartes payées, des autres seulement des cartes de crédit. Donc, votre analyse, c'est pas exactement idéal parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup qui n'acceptent pas les sous. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un standard pour tout. C'est très intéressant. C'est ça. Si vous êtes bon, allez voir, comme je vous dis, Mme Franqueur, là, au bureau, puis on s'en jasera. Nous, là, ce qu'on veut faire, là, ce qu'on a parlé avec la direction générale puis les ingénieurs, on veut peut-être en mettre dans quelques endroits comme ça, de la ville. C'est sûr que ça ne sera pas nécessairement la ligne de cuivre, parce que nous, on travaille en IP. Fait que oui, des fois, il y a des bugs là, en IP, des fois, ça arrête. Là. Mais par contre, selon les heures d'ouverture de nos bâtiments publics, bien, il y aura toujours la possibilité de rentrer à l'intérieur puis de pouvoir téléphoner. C'est ce qu'on peut faire. Je sais que ça ne répond pas entièrement à ce que vous voudriez avoir. Malheureusement, j'ai pas grand force puis j'ai pas grand pouvoir là-dedans. J'ai fait mes démarches. Moi, on est limité. Puis Bell... Tu sais, c'est ce qui arrive maintenant, c'est qu'il y a quand même plusieurs compagnies de téléphone. C'était Bell qui a... Tu sais, il y a été un temps, Bell avait vraiment le monopole de ça. Donc, pour répondre... Il a le monopole à cuivre à le moment. Oui, puis pour répondre aux besoins de leur clientèle, bien, il offrait cette possibilité-là d'avoir des cabines téléphoniques. Malheureusement, pour eux, bien, ils voient plus de rentabilité à ça. Fait qu'on va souhaiter que les cabines ne demandent pas trop d'entretien pour les garder en place. Mais c'est sûr que ça peut arriver que l'année prochaine, celle-là qui est sur 196 Hôtel de Ville, que pour une raison X ou Y, il y a un auto qui rentrerait dedans, bien, ils vont dire « just too bad », on ne la remplace pas. C'est pas impossible non plus. Mais moi, le pouvoir que j'ai, c'est plate, mais je suis comme limité à ça. Fait que si le député fédéral a plus de poids que moi face au CRTC, puis à Bell, puis tout ça, bien, allez voir, puis on pourra s'en rejaser. Mais ce que je vous dis, pour la Ville, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est peut-être mettre à disposition des appareils dans nos établissements publics qui pourraient vous servir, mais selon les heures d'ouverture. C'est sûr qu'en pleine nuit, ça ne vient pas répondre à vos besoins si vous en avez si vous avez en urgence, mais par contre, ça pourrait peut-être dépanner. Fait que c'est un peu là qu'on est. Puis je vous avais dit que j'allais regarder ça, c'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, je peux pas vous dire tout est réglé puis la vie est belle. Là. Mais j'ai au moins trouvé 2 cabines qui fonctionnent. C'est sûr qu'ils sont peut-être un petit peu plus loin du centre-ville. Ils sont peut-être ici, c'est peut-être à 15 minutes à pied là, en partant d'ici pour se rendre au couche-tard sur Hôtel de Ville. Mais c'est ça, là. Monsieur le maire, les cabines qui sont dans les bâtiments ne sont pas pour le service d'urgence
pour les raisons que vous avez dit, tout à fait. ne sont pas disponibles, sont en lieux qui sont privés. Les gens n'ont pas le droit de rentrer nécessairement. Ils sont sur le contrat, ça peut finir très vite. Donc, ça, ce n'est pas le service qui est essentiel. Le service essentiel, Monsieur le maire, sont les cabines qui sont accessibles 24 heures, qui sont accessibles à tout le monde. Ça va rester là. Bell a une obligation d'avoir un service à le minimum dans la ville. Avec respect, le conseil et le maire travaillent pour les gens, pour les citoyens. Et c'est votre travail, respectivement, Monsieur le maire, pour améliorer la situation des gens, pour assurer qu'il y a des services dans circonstances d'urgence et qu'on ne perd pas le service d'urgence, les cabines. Parce que 2, c'est pas beaucoup. Et c'est sûr que l'année prochaine, Monsieur le maire, ça va être pas là. Parce que Bell ne veut pas le faire l'entretien. Mais, Monsieur le maire, c'est rien. C'est 0 des sous. Comme on a dit avant, les lignes de cuivre sont là. Les banques, toutes ont des cuivres en réserve. Vous avez de cuivre à la maison. Il y a des conseils, des membres qui ont à la maison. Les lignes sont toutes là. La seule chose qu'il a ôté, c'est la cabine. Il y a 0 d'entretien, presque 0, pour la compagnie qui est une des plus gros médias compagnies du monde. Et le service était payé 100 fois par les citoyens de ce pays. Donc, s'il vous plaît, parce que ça ne va pas être acceptable en une année qu'il y a 0 cabine encore. Comme j'ai dit, ça, c'est le seul service d'urgence disponible à tous. Il est vraiment là. Et c'est le travail pour le conseil, pour parler avec Bell, le monopole, avec le cuivre, pour le parler et dire, hey, comment ça coûte? Peut-être la ville, chaque citoyen va payer 50 sous. Bien, c'est ce qu'on a regardé. C'est sûr qu'ils vont avoir des cabines. Eux autres, tu penses qu'ils nous chargeaient, c'était quoi? C'est 5 ou 10 000 par année pour avoir une cabine? Je pense que c'est important que M. Thériault comprenne que ce n'est pas de la responsabilité de la Ville de Rivière-du-Loup. Nous avons fait des démarches. Le député fédéral a été clair. Si M. Thériault retourne vous voir, dites-lui de venir me voir. Donc, M. Thériault, écoutez, nous, la Ville, on a des obligations légales en vertu de la loi sur les compétences municipales. On a des interdictions de subvention du monde municipal pour les entreprises privées. Dans le problème que vous amenez, qui est important, là, on ne dit pas que ce n'est pas important d'avoir des endroits où les gens peuvent téléphoner en cas d'urgence, mais ce n'est pas de la responsabilité de la Ville, c'est de la responsabilité de l'entreprise qui peut fournir le service. Et les communications qu'on a eues avec le bureau du député, c'est dites à M. Thériault de venir me rencontrer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est lui qui peut vous aider, pas nous. Mais est-ce que vous dites, M. Lagacé, qu'en temps passant, il y avait des téléphones partout, des cabines, non? D'accord. C'est seulement le fédéral qui dit on va mettre un là, puis là, puis là. Et c'est pas le ville qui dit hey, on veut. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Ça relève pas. L'implantation des cabines téléphoniques n'est pas de responsabilité municipale. Non, mais c'est un accord avec la ville. Non. Et le compagnie Bell. On n'est pas là. On n'est pas là-dedans. Ce n'est pas de notre responsabilité juridique. La solution, M. Thériault, elle vous appartient. Si vous souhaitez un suivi là-dedans, il faut que vous alliez voir le député fédéral. La chose, M. Lagacé, je veux une solution pour tous les gens de Rivière-du-Loup. Pas seulement pour moi, parce que ça, c'est pour moi très bizarre. Comme on a dit à la dernière séance, les téléphones publics sont en cuivre. Ils vont fonctionner quand il y a une part d'électricité. Il y a beaucoup de gens qui ont des appareils qu'ils usent pour faire des appels, qui ont besoin de batterie, d'électricité.
quand il y a un perte d'électricité, tous les gens avec les appareils, après un couple de jours, et on a vu en temps de fête plusieurs endroits à Québec qui ont perdu l'électricité pour une semaine. Donc ça, les cabines sont la réserve pour tous les gens qui ont les appareils qui sont fiables, pas fiables. Les cabines sont fiables. Sont en cuivre, va fonctionner quand il n'y a pas d'électricité. Vous avez M. Thériault, mais la responsabilité ne nous appartient pas. Vous avez raison. Le ville... vous donne la raison là-dessus. Vous avez raison, mais ce n'est pas d'une responsabilité. Je ne peux pas croire vraiment respectement que le ville ne peut pas faire rien parce que c'est le ville qui va être coupable. C'est la ville qui va être coupable. S'il n'y a pas un moyen de faire un appel, comme on a dit, de circonstances. On pourra s'en jaser tantôt, M. Thériault, parce que dans le fond, c'est une période de questions. Fait que ce que je comprends, on jase puis on prend du temps, puis j'ai zéro problème avec ça. Là. Mais moi, je vous dis, le bout que j'ai fait, vous n'êtes peut-être pas satisfait du travail que j'ai fait là-dedans, mais je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Après ça, y a-t-il des obligations légales pour dire à Bell, tu es obligé de faire ça? Bien, la réponse est non, malheureusement. Fait que, eux autres, là, Bell, Rivière-du-Loup, c'est une goutte dans l'océan pour eux autres. Là. C'est sûr que s'il y aura un mouvement, mais là, vous avez une porte d'entrée, peut-être qu'avec M. Généreux, il va peut-être avoir une idée. Mais on pourrait s'en jaser tantôt. Là. Je vais finir l'Assemblée, puis je vais faire mes entrevues, puis après ça, si vous voulez placoter de ça, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Je vais parler avec M. Généreux. Oui, puis on se tiendra au courant. Oui. Merci. OK. Non, je vais dire que je ne suis pas vraiment content. Et, moi, je crois que si la majorité des citoyens est cognizante de la différence entre les cuivres et les cabines et l'importance de ça, que la majorité va faire une bataille pour avoir ça. Mais ils ne savent pas, franchement. Il n'y a pas beaucoup de renseignements qui sont dans le public de ça. Hein? Mais merci. Est-ce que s'il y a une autre, M. Lavasseur, parce que j'ai une autre question, s'il vous plaît. OK. Je vais laisser M. Lavasseur. Hein? Oui, je vais passer mes questions. Oui, bonsoir, Daniel Lavasseur. Bonsoir. Juste Monsieur Lagacé, juste une chose supplémentaire concernant les 50 heures de garde pour les pompiers, c'est pour ici à Rivière-du-Loup, là? Tout à fait. Il y a la garde permanente en caserne, à ma connaissance, dans la MRC de Rivière-du-Loup, il y a juste ici qui s'en fait. La nuit? Présentement, la nuit, on n'est pas 4 pompiers. La nuit, oui. C'est que, dans le fond, depuis 2019, on ajoute des heures parce que ça a commencé, il était 2 en caserne tout le temps. On a ajouté un 3e, ajouté un 4e. Puis, écoutez, le détail de comment on est rendu m'échappe. Là, mais... Ils sont 4 la nuit pour partir. Ça, c'est clair. C'est correct. C'est ça que je voulais. OK. Vous avez peut-être pour le 77 de Jonquière. C'est-tu terminé ce dossier-là? Ou... Bien, écoutez, on avait dit que les travaux extérieurs, on donnait jusqu'au 1er juin là, pour finir l'extérieur. Là. Fait que c'est là. Ils sont rendus? Oui. D'accord. Dernière chose. On a entendu parler d'une SPCA à Rivière-du-Loup dans la route de Ville-Nord, autrement dit. Pourquoi que cette SPCA-là ne soit pas à côté du parc à chiens qu'on va faire sur la rue de l'Age? Bien, écoutez, la SPA, c'est un projet d'un promoteur privé. On avait regardé ça pour... ça avait été offert, mais eux, ils ont un terrain déjà d'acheter là-bas. Fait qu'ils veulent se construire là-bas. C'est sûr que, dans le fond, ça va être un... Je ne sais pas le modèle d'affaires exact. Là. Les promoteurs, ils vont sûrement le mentionner. Nous, on a eu une rencontre avec eux, mais présentement, on est dans les étapes, justement, de modification pour l'urbanisme, pour permettre là-bas. Là, ils ont fait une demande à l'urbanisme. On a traité ça, au CCU il y a 2 ou 3 semaines. Hein? 24 janvier, ouais, en tout cas, moi, le temps passe assez vite. Là. Des fois, j'en perds des bouts. Mais c'est ça, dans le fond, pour permettre justement l'hébergement d'animal, puis d'avoir une partie vétérinaire, parce qu'il pourrait avoir un vétérinaire sur place aussi. Fait que c'est la modification qui a été demandée au niveau de l'urbanisme, puis on travaille là-dessus. On va le présenter justement dans la modification du train semestriel. L'avis de motion qui a été donné à soir, ça va être à la présentation du 27 février. Ça va inclure ça dedans. Si vous me permettez, M. le maire, en complément
pour la question, M. Levasseur, c'est qu'il y avait une raison, quand ils nous ont rencontrés, une raison sanitaire, pourquoi ils ne voulaient pas s'implanter aux côtés du parc à chiens. Oui, c'est ça. Il y a... Propagation des maladies. Propagation des maladies à côté d'un parc à chiens. C'est-à-dire que ça va essayer des maladies, il va en avoir à l'autre bout d'abord? Non, c'est parce que, mettons, quand le monde avec le chien dans un parc à chiens, ils n'ont pas le contrôle de ce qui, comme l'état de santé des chiens qui arrivent dans un parc à chiens. Je pense que les chiens, ceux qui ont des chiens, ils vont chez le vétérinaire une fois de temps en temps, puis ils ont le guide. Oui, mais les autres, ils ont des expertises. Ça fait un bout qu'ils travaillent sur le projet. Ils ont été avec la SPA de la Mauricie. Ouais. Mais dans le fond, c'est qu'eux, il y avait déjà un intérêt parce qu'il y avait un terrain sur le boulevard Hôtel de Ville, dans le secteur, là, je veux dire, l'entrée ouest. Ça va faire une SPA dans dans un coin où il y a des commerces et ainsi de suite. Oui, mais c'est parce nouveau développement, puis là, on va mettre une SPA... Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu des photos, là, mais ça... On a entrevu. Mais la SPA, c'est ça, c'est de la Mauricie. C'est un beau bâtiment. Là. Moi aussi, là, sur le coup, je n'étais pas certain, mais quand j'ai vu des photos de ce qu'ils veulent faire, ça ne ressemble pas d'une SPA. Là. Je veux dire, c'est un beau bâtiment, c'est bien fini à l'extérieur, c'est propre, c'est vitré. Une SPA, ça va faire... Les autres vont promener le chien, ça va faire du bruit, puis on a l'hôtel universel en avant de ça. Bien, eux autres, ça va, ils vont gérer ça par en dedans, là. J'espère. Oui. En tout cas, la SPA là-bas, la petite chose à chien à l'autre bout, c'est un peu comme la nouvelle caserne à l'autre bout de la ville de Rivière-du-Loup. Merci. Monsieur le maire, membre du conseil, Rénal Thériault. Oui. Si je peux revenir pour une seconde à le téléphone public. Vous avez parlé de le téléphone qui sont dans les lieux publics, des bâtiments. Est-ce que vous parlez actuellement qui sont là ou dans l'avenir? Bien, ça va être dans l'avenir. On regarde à la bibliothèque. Je pense qu'on veut en installer un. Je ne sais pas si c'est dans le hall d'entrée. Parce que, suite à votre commentaire de la dernière rencontre, bien, on a regardé ça à l'interne, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, effectivement, la bibliothèque, c'est un lieu qui avait été ciblé. Là, Effectivement, je ne crois pas que c'est encore fait, mais la volonté était vraiment d'en installer un parce que les discussions qu'on a eues avec la responsable de la bibliothécaire, nous disait que c'était souvent demandé les gens qui souhaitaient faire un appel téléphonique. Donc, évidemment, les interurbains ne seront pas permis, là, mais oui, on va mettre à la disposition du public un appareil téléphonique à l'intérieur. Et ça va être cuivre Non. On n'a pas beaucoup de lignes cuivre dans le bâtiment. On en a qui nous servent pour des services d'urgence, justement. L'ascenseur, on a un téléphone qui nous permet, présentement, le fax est branché sur une ligne de cuivre, mais si jamais on est en situation d'urgence, on pourrait s'en servir pour faire des appels téléphoniques, mais on a 2 lignes seulement. Parce que ça coûte excessivement cher. Chaque ligne là, est à 60 quelques dollars par mois, alors que quand on est en technologie IP, ça ne nous coûte rien. Puis, bien évidemment, on gère des sous-publics, alors on y va au meilleur coût possible. Même chose ici à l'Hôtel de Ville, on a 2 lignes de cuivre, une pour l'ascenseur puis une pour le télécopieur. La différence, c'est le cuivre, c'est sécuritaire. Oui. Puis l'autre, c'est pas sécuritaire, c'est bon rien. Ça pourrait être sécuritaire de mettre un camion pompier en avant de chaque maison, mais à un moment donné, il faut y aller avec nos moyens aussi. C'est ça la situation. Donc, vous propose de mettre des téléphones dans les lieux publics, mais ça ne va pas être de cuivre. Il ne va pas avoir un de cuivre dans un bâtiment public. Non. C'est-à-dire qu'on en a un, mais pour nos fins... Parce que ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'électricité. Je sais, M. Thériault. C'est bon rien. Ce n'est pas un téléphone d'urgence. Hein? Mais c'est bon rien. OK. Je vais parler avec M. Généraux. J'ai rien à part d'eux, mais je suis déçu vraiment. C'est pas un gros effort parce que c'est le cuivre qu'on veut. C'est le plus sécuritaire pour le vol de données. Puis ça marche quand il n'y a pas d'électricité. Oui, c'est sûr. C'est sûr. OK. Merci, M. Thériault. L'autre point, s'il vous plaît, c'est par rapport à la bibliothèque. Oui. À la bibliothèque, la dernière bibliothèque, le lieu temporaire à la coin proche de La Fontaine et Hôtel de Ville,
Ça, c'était l'ancienne bibliothèque, là. Je parle de... OK, ici, là, oui. Oui, OK. Proche de ici. Oui. La configuration de l'imprimeur à cet endroit, c'était sécuritaire parce que c'était un câble fixé. Donc, pour les gens qui travaillent sur les documents Word, ils veulent faire un document personnel avec des renseignements importants, choses comme ça. Quand ils l'envoient à l'imprimeur, à l'ancienne bibliothèque, c'est sécuritaire. C'est pas possible de vol de données. C'est important. Aussi, c'était le plus fiable avec un câble fixé. Le nouveau bibliothèque, l'imprimeur est sans fil. Ça va sur l'Internet. Donc, pour les gens qui écrivent sur le document Word, quand ils l'envoient à l'imprimeur, ça va sur l'Internet. Donc, je ne comprends pas comment les chefs de privacy, les chefs des renseignements informatiques peuvent remplacer un système fiable et sécuritaire par rapport à le vol de données et le remplacer avec un système moins fiable et pas sécuritaire. Ça vous dit qu'il met les citoyens à la possibilité de le perdre ou le vol de les donner, les renseignements personnels. OK, là, non, c'est sûr qu'ici, là, écoute, il y a les imprimantes, on est tous sur le Wi-Fi, là, je veux dire, moi, j'ai pas l'imprimante est dans l'entrée de l'hôtel de ville, puis je suis dans mon bureau, puis j'imprime, je vais chercher le document. Il n'est pas avec le fil, là, et ça voyage, là, mais... Ils ont fait une décision de remplacer un système sécuritaire, fiable, qui est impossible de voler de données. Il a remplacé un avec un moins fiable, qui a la possibilité de le vol de données des citoyens. Là, vous voudriez quoi, qu'on mette avec un fil, c'est ça? Mettre un câble fixé. Pourquoi avoir des technologies qui victimisent les populations, qui le mettent en danger de perdre son données? On travaille pour sécuritaire toute la vie des citoyens, mais la décision, c'est une mauvaise décision. Comment? Je ne comprends pas ça. Oui, il faudrait que je valide. Là. Je ne sais pas, M. Thériault, je ne sais pas quoi vous répondre. Là. Mais... je vais regarder ça, mais S'il vous plaît, pour moi, c'est incroyable parce que le travail de le chef de sécurité, chef de renseignement, tout ça, c'est pour mettre en place le plus sécuritaire possible. Okay. Il a pris la direction inverse, le complète opposé. OK. Bon, on va regarder ça, M. Thériault. Merci. Ça marche. Belle soirée. Merci. Allez à vous. Bonsoir. Ma dernière question, M. Bessé, quel ministre de Fitzgibbon est descendu pour la SAMR, et que la SAMR demandait 400 millions à peu près, OK? Y a-tu exigé dans la demande de la SAMR, vous allez être transparent avant qu'on vous donne de l'argent? Ben non, il n'a pas demandé qu'on donne des états financiers à la population. Là. Il a demandé de son ministère d'avoir les documents, bien évidemment, pour étudier, mais il n'a pas dit il faut que vous le donniez à la population. Là. Puis je sais qu'il y a des citoyens, je sais que M. Plante, pas le nommé, là, le réseau d'information sur la municipalité, ils ont fait une demande, puis ça n'a pas été accepté là, par M. Fitzgibbon, là, de dire d'obliger la SAMR, parce que c'est sûr qu'il y a une partie qui... Il y a du public puis il y a du privé, mais c'est une entreprise. T'sais, moi puis je pense que les élus, ce qu'on est, c'est de dire peut-être que sans donner les états financiers, parce que demain matin, là, on donne les états financiers sur la place publique, il y a un paquet de monde qui ne comprendront rien là-dedans. Là. Les états financiers, des fois, il faut que ce soit expliqué par un comptable, mais d'avoir une feuille, comme j'avais dit en campagne, de dire c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses, où est-ce qu'on est rendu avec ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vulgarisé. Mais évidemment, je vais attendre que le travail se fasse avec le MEI, là, avec le ministère de l'Économie puis de l'Innovation pour voir justement si on va avoir, la SAMR va avoir la subvention. Puis après ça, là, regarde, on sera peut-être capable d'avoir les coups des franges puis de donner plus d'informations. Mais pour le moment, comme j'ai dit il y a 3 semaines, je veux pas qu'on tire, je veux pas tirer dans la chaloupe, là,
parce que là, tu sais, il étudie notre dossier, fait que c'est pas le temps de faire... de commencer à chicaner puis s'assiner sur la place publique. Là, on va laisser traiter ça, puis après ça, on verra. Mais c'est ce qu'il y a... Quand il est venu nous voir, c'est ça, il y a quelques mois, il parlait d'un délai de 6 à 9 mois pour étudier la demande. C'est sûr que si demain matin, le conseil de ville de Rivière-du-Loup s'en va puis dit publiquement, on veut ci puis on veut ça, bien, ils vont peut-être dire à l'autre bout, bien, quand vous aurez fini de vous chicaner, vous reviendrez nous voir. Là. Mais présentement, bien, on va avoir besoin de cet argent-là, donc je pense que ce n'est pas le temps de chicaner. Là. OK. Je vous dirais ça comme ça. Le ministre est plus ou moins sensible à la transparence, lui, avec, je pense bien. Bien, tirez-en vos propres conclusions. Hein? Oui, non, je pense que pour eux autres, c'est pas nécessaire. C'est ce que je peux en comprendre. C'est plate. Tant que nos élus commencent à penser là, que c'est pas nécessaire d'expliquer qu'est-ce qu'ils font avec de l'argent public, là, à un moment donné, moi, quand j'allais à la petite école, je sais, là, la maîtresse, elle me disait tout le temps, tu es responsable de ce que tu fais. Oui. Fais pas la faute de l'autre. Fait que l'imputabilité en politique, on peut le dire au ministre, c'est pas... Il regarde dans le dictionnaire, il va comprendre c'est quoi. Ça marche. Merci, M. Frenette. Fait que merci à tous. Belle fin de soirée, bon retour, puis on se revoit le 27 février.